Moi, dans mon métier, je ressens vraiment le besoin, c'est vraiment de marteler auprès de moi-même et auprès des gens qui travaillent chez nous, pourquoi on fait ça, comment les gens l'utilisent, pour pas juste ça devienne théorique et technique, parce que on développe un outil qui est tech, certes, mais on appelle ça de l'impact, c'est-à-dire qu'on veut que ça ait de l'impact, on veut que ça serve, on veut que ce soit utile. Et aujourd'hui, on est ravis de recevoir Jeanne et Miško pour ce premier épisode, qui sont tous les deux à la tête du produit respectivement de Phoenix et d'Arcane. Salut à tous les deux, comment ça va ? Ça va bien, merci de l'invitation. Ça va super. Bon, on est super heureux de vous recevoir. On a vu, on parlait juste avant de la campagne publicitaire de Phoenix où t'apparais, Jeanne. Je propose qu'on voit un petit extrait tout de suite. Chaque jour, des tonnes d'aliments encore bons sont injustement jetés à la poubelle. Jeanne la banane, Célestine la mandarine, Léon le melon. Mais heureusement, grâce à vous, et à vous, tous les jours nous sauvons plus de 120 000 repas du gaspillage. Téléchargez Phoenix, des paniers d'invendus à petit prix. Phoenix, l'anti-gaspi qui fait du bien. Jeanne, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Phoenix et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, je précise que Jeanne la banane, c'était pas particulièrement en référence à moi. Voilà, je me permets de le préciser. Ensuite, donc, Phoenix, c'est une entreprise sociale qui existe en France depuis 2014, qui a été créée par un duo d'entrepreneurs qui voulaient s'attaquer au sujet de la poubelle des supermarchés qui était sans cesse pleine et de la poche des associations qui était un petit peu vide. Donc, on a créé des services qui permettaient de rapprocher ces invendus entre eux avec cette demande d'invendus alimentaires et d'alimentation accessible pour tout le monde. Et donc, depuis 2014, on a développé toute une suite de services et de produits qui permettent d'adresser ce gaspillage alimentaire, d'abord via cette plateforme de dons, puis via des outils d'accompagnement au supermarché, en vente en date courte, etc. Et via une application mobile destinée aux consommateurs qui permet d'acheter des paniers d'invendus à petit prix. Et moi, j'y suis depuis 2018 et je m'occupe des produits tech, du coup, chez Phoenix. Donc, je m'occupe du product, voilà. Et c'est quoi les produits tech, du coup, quand tu parles de produits tech, on parle de quoi ? Alors, en fait, on a trois équipes tech séparées chez Phoenix. On a d'abord l'équipe qui s'occupe de notre produit de dons aux associations, qui est une plateforme de mise en relation entre les supermarchés qui ont des invendus et les associations qui ont besoin d'invendus. Donc, c'est simplement une plateforme de matching offre-demande et d'organisation, en fait, de planning de passage d'associations. Voilà, ça, c'est notre premier produit. Notre second produit, c'est un produit qui est l'application mobile Phoenix, qui a été lancée en 2019, qui est à destination des consommateurs, que vous pouvez tous télécharger sur vos téléphones, qui vous permettra de sauver les invendus de votre quartier. Et enfin, on a un troisième produit qui va arriver début 2022, qui s'appelle Phoenix Pro et qui est un produit qui agrège en fait l'ensemble de nos solutions d'accompagnement des supermarchés et qui va permettre de gérer les dates de péremption depuis l'arrivée des produits en supermarché jusqu'à la revente aux consommateurs. Donc c'est un produit de suivi et d'aide à la décision pour les supermarchés. Voilà. Donc ça se base sur une application mobile qui sera sur les terminaux des agents de supermarché. Voilà. Et toi, ton rôle, du coup, chez Phoenix Donc, je gère l'équipe de product manager qui s'occupe de chacun de ces produits-là. Grosso modo, on va beaucoup avoir de sujets de mise en cohérence de 3 produits qui, historiquement, étaient très silotés. Donc, les enjeux du moment, c'est beaucoup autour de ça. Et je m'occupe, du coup, avec l'équipe tech et l'équipe data d'essayer d'avoir une roadmap, un plan de développement qui soit ambitieux et atteignable et surtout de mettre en place plein de bonnes pratiques produits, de discovery, de discussion avec nos utilisateurs, etc. Donc voilà, je gère tout le lancement des nouveaux sujets stratégiques autour du produit chez Phoenix. Merci beaucoup, Jeanne. Miško, tu connaissais Phoenix ? Est-ce que tu es utilisateur ? Est-ce que tu as l'appli sur ton portable ? Alors, je vais paraître un peu pour un imposteur, mais alors je connais Phoenix et en venant au podcast, je me suis dit qu'il fallait que je télécharge l'application. Mais Jeanne, il faut que tu ne l'as pas encore, donc faut que je t'avoue, voilà, je l'ai pas encore téléchargé, mais je suis outrée. Il faut absolument que je le fasse. Tu auras déjà un nouvel utilisateur, Jeanne, à la fin de l'émission, c'est j'ai un déjà pas mal. super code parrainage, si tu veux. Parfait, je vais me rattraper ce soir alors du coup. Trop bien, donc ça c'est fait. Et Miško, toi tu travailles chez Arcane. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait Arcane et ce que toi tu fais Ouais. Voilà. Alors du coup, moi je travaille pour le projet d'Arcane depuis un petit peu moins d'1 an. Pour décrire le projet d'Arcane, donc c'est un projet qui est dans la santé. Et avant de décrire un petit peu ce que fait Arcane, je vais plutôt décrire le pourquoi.
parce que c'est un thème qu'en général, on connaît pas très bien si on est déjà dans la santé. En fait, il faut savoir que dans un hôpital, aujourd'hui, il y a énormément de logiciels. Il y a le logiciel qu'on connaît tous, qui est le logiciel de dossier patient, qui stocke les antécédents, les traitements que prend un patient. Mais il y a tout un tas de logiciels spécialisés. On va souvent trouver un logiciel spécifique aux urgences, le logiciel du bloc opératoire, un logiciel administratif. Un petit peu comme dans le monde business, en fait, où on a plusieurs logiciels et qu'on a envie de se les faire se parler entre eux, quoi. Et d'ailleurs, on a vu que ça perdait pas mal de la vitesse d'avoir un gros logiciel qui fait tout. Et même si dans la santé, il y en a qui traînent encore un peu, on se rend souvent compte que parfois une initiative ciblée permet de résoudre un problème métier de façon beaucoup plus précise qu'un gros logiciel qui essaie de tout faire. Et donc il y a plein de logiciels qui coexistent aujourd'hui. Et en fait, dans la santé, c'est assez spécifique pour le coup, ils se parlent très peu. Donc ce qu'on connaît beaucoup dans le monde business, avec lequel on est à l'aise depuis peut-être 5 ans, 10 ans en plus, les API, les intégrations, dans la santé, ça existe très peu. Les éditeurs, ils sont très peu incités à le faire. Et il peut y avoir plein de problèmes plus concrets à ça. Je peux en citer 2 par exemple. Si justement on a envie de faire entrer en jeu, quand je dis on, c'est un hôpital, une nouvelle solution métier très ciblée. Par exemple, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est les solutions de télésuivi. Donc par exemple, dans un service, par exemple pneumologie, j'ai envie d'installer une application qui permet d'envoyer des questions aux patients tous les jours pour savoir comment ça s'est passé suite à son opération. Pour faire entrer ce logiciel en jeu, souvent il a besoin d'un peu de données qui existent déjà dans l'hôpital, comme le numéro du patient, qui sont les patients du service, etc. Aujourd'hui, c'est une tannée pour faire entrer en jeu ce logiciel. C'est long, c'est coûteux, parfois ça ne voit pas le jour. Et dans le meilleur des cas, parfois, le logiciel est installé à l'hôpital, mais ça entraîne de la double saisie, c'est-à-dire zéro intégration. Il n'est pas intégré, donc en fait le médecin, s'il est vraiment motivé parce qu'il pense que c'est un meilleur service au patient, il va ressaisir le numéro de téléphone du patient et tout un tas d'informations. Je prends le temps de vraiment expliquer parce que c'est hyper intéressant. C'est plus concret quand on le dit comme ça. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est pour la recherche clinique, les études sur données. En fait, il y a quelque chose pareil qui prend de la vitesse un peu en ce moment, c'est quand on a mis un médicament sur le marché ou qu'on teste des nouveaux traitements, on a envie d'étudier a posteriori est-ce que ça a été efficace. Et quand on regarde aujourd'hui théoriquement dans un hôpital, toutes les données existent. En fait, on a déjà de quoi regarder ce qui s'est passé. Sauf que c'est pareil, c'est très très difficile à accéder. La donnée, elle est cloisonnée entre plein de logiciels, elle est dans des formats propriétaires, parfois elle est perdue dans des comptes rendus, donc à exploiter c'est difficile. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'en fait, souvent on a envie de mener une étude, et aujourd'hui ça va être très très manuel. On va ouvrir le dossier patient, on va extraire les informations manuellement, et ça prend un temps fou à plusieurs professions dans la santé. Donc juste pour retomber sur la valeur ajoutée d'Arcane, en fait nous on accompagne les hôpitaux et on les aide à centraliser leurs données qui est dans plein de logiciels, et on la centralise et on la standardise dans un entrepôt de données qui du coup est plus facilement accessible pour tout un tas d'innovations et d'applications derrière. Et c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des données dans la santé. Absolument, voilà. L'interopérabilité, c'est le fait que en fait, je peux se faire parler de logiciels entre eux, ou je peux étudier des données qui viennent peut-être de plusieurs logiciels différents, mais en fait, au final, c'est pas un problème. Trop bien. Et alors toi, chez Arcane, qu'est-ce que tu fais précisément ? Alors, moi, je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an, comme je disais, et je suis le premier product manager. Alors, je suis à la tête d'une équipe d'une personne qui est moi-même aujourd'hui, mais l'équipe est vouée à grandir. Et je fais un peu les tâches qu'on attribue traditionnellement à quelqu'un du produit, c'est-à-dire de la coordination pour moi essentiellement, dessiner la vision du projet et la décliner à des échéances qui sont peut-être plus palpables, c'est-à-dire les prochaines semaines, les prochains mois, avec plein de concepts qu'on entend, les roadmaps, organiser des sprints si jamais on fait cette méthodologie. Donc aujourd'hui, c'est mon focus, c'est de rendre les choses le plus concrètes possible et de faire le pont entre les équipes, quoi. Vous avez des parcours très différents et finalement, vous vous retrouvez à faire tous les deux, à gérer des sujets produits dans 2 boîtes qui ont des missions très fortes. Et donc, ce qui nous intéressait pour commencer un peu cette discussion, c'est de comprendre dans vos parcours, dans votre parcours de vie, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes intéressé à ces sujets d'impact et qui a fait qu'in fine, vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant. Jeanne, tu peux commencer éventuellement. Ouais, avec plaisir. Moi, ça a commencé, on va dire, depuis un peu toujours, parce que je me suis retrouvée, comme beaucoup de gens qui arrivent en école de commerce, là, parce que j'avais fait une prépa, parce que je m'en sortais bien au lycée, et donc on m'avait placée là. Et arrivée en école... j'ai jamais été complètement transcendée par mes cours de marketing et de compta. Et je me suis surtout très vite demandé au moment des recherches de stage
qu'est-ce que c'était qu'un cabinet de conseil ? Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde voulait aller dans ce genre d'endroit. Et puis surtout, en réalité, je voyais assez peu d'intérêt dès le début à tous les sujets qui sont très mis en avant dans les écoles de commerce, que sont le luxe, la grande consommation, etc. Ça n'a jamais été des choses qui m'ont beaucoup attirée. Du coup, à l'ESSEC, j'ai décidé de faire le cursus urbanisation, la chaire d'économie urbaine. Donc, c'est dès ce moment-là que je savais que je voulais me travailler autour des sujets d'intérêt général. Ça s'est matérialisé un petit peu à ce moment-là. La réalité étant que c'était une filière qui n'était pas très compatible avec mon caractère assez orienté action, etc. Donc, travailler dans le public, j'étais pas prête. Je dis pas non pour toujours, mais j'étais pas prête en début de carrière. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir en start-up. C'est là qu'on s'est connus avec Thomas, d'ailleurs. Exactement. Chez Stuart, avec du coup pas particulièrement de vocation d'impact. À l'époque, on va dire que ça avait plutôt une image de transformation de la société. Et c'est chez Stuart, qui a été une super école par ailleurs, que j'ai eu aussi une prise de conscience, on va dire, sociale sur certains sujets politiques qui me tenaient à cœur personnellement, et où je me suis dit que j'avais besoin d'être en adéquation complète sur le temps que je passais au travail avec ma future entreprise. Et c'est là que j'ai fouillé un petit peu, et puis j'ai trouvé Phoenix. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais aussi passé des entretiens chez l'IFEN. Chez l'IFEN, absolument. Ouais, ma boîte précédente. Ouais. Tout à fait, voilà. Et toi, Michko, de ton côté, comment ça s'est matérialisé tout ça, en particulier sur la santé? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais à cœur dès le départ? En fait, pour être honnête, moi, c'est vrai que je me suis intéressé à la santé avant de me dire que c'était de l'impact, avant de l'avoir formalisé comme ça dans ma tête. Mais c'est vrai que spécifiquement sur la santé, j'ai eu un peu un coup de cœur qui vient de nulle part et un peu sur le tard. Mais pourquoi qui vient de nulle part ? Parce que j'ai pas une famille de médecins, il y a pas de professionnels de santé dans ma famille. C'est arrivé assez tard parce que j'ai fait un stage de césure pendant mes études et que j'ai fait en conseil pour les hôpitaux. Donc, il m'a amené à faire beaucoup de rendez-vous sur place dans des hôpitaux, à parler avec des chefs de service, avec des cadres hospitaliers, avec des directeurs, enfin plein de professions différentes. Et j'ai commencé à avoir une espèce de fascination pour ce domaine. Je pense qu'il y a une partie qui est rationnelle, l'autre qui ne l'est pas, et qui m'a suffisamment éveillé pour me dire ça arrive quand même pas à tout le monde, parce que quand on aime être physiquement dans un hôpital, c'est quand même un peu bizarre. Mais, je confirme. Donc, en tout cas, j'ai adoré cette expérience, ça m'a donné envie de creuser et ça a dessiné un petit peu ce que j'ai fait après. J'ai pas fait non plus 400 métiers, mais ça, c'était mon stage de césure. J'ai fait une expérience, du coup, le projet chez l'IFEN, qui était mon premier job, donc j'ai travaillé 5 ans là-bas, qui est une solution de partage de données médicales entre établissements professionnels de santé. Et au terme de cette aventure, je suis allé chercher le projet d'Arkane, enfin, je suis tombé dessus. Il m'a particulièrement parlé, je dirais qu'il va peut-être encore un cran plus loin dans l'impact. On aura peut-être l'occasion de développer ça après. Mais il y avait une approche que je trouvais vraiment, vertueuse par rapport au domaine de la santé, dans le fait de vraiment accompagner les établissements et de les rendre autonomes vis-à-vis de leurs problèmes, qui m'a beaucoup parlé. Et si on revient peut-être plus concrètement sur votre métier, t'en parlais un peu tout à l'heure sur les différentes missions que vous pouvez avoir, mais ça ressemble à quoi votre métier, votre rôle, vos missions au quotidien? Typiquement, toi, Jeanne, chez Phoenix, qu'est-ce que c'est concrètement le produit chez Phoenix? Alors, le produit, c'est un peu ce que disait Michko tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des fondateurs d'une entreprise qui ont une vision, qui ont envie de faire amener un projet d'un point A à un point B, en l'occurrence, on va dire, de récupérer les invendus de 20% des commerces français pour réduire de 20% le gaspillage alimentaire issu de la distribution. Exemple d'une vision concrète qu'on pourrait avoir, par exemple. Au hasard. Au hasard. Nous, en fait, on est des fonctions support, en réalité. On est là pour fournir, en fait, des outils à une vision et en l'occurrence, chez Phoenix, qui est plutôt une boîte assez commerciale, en fait, en réalité, où on a besoin d'aller convaincre des gens de nous rejoindre, ensuite de les accompagner. Nous, on outille, en fait, nos commerciaux, nos account managers et nos clients pour aller vers le zéro déchet. Et donc, pour ça, concrètement, on va aller... Il y a un funnel qui est assez simple et assez classique en produit, parler à ses clients.
Donc, il n'y a pas que les commerciaux qui parlent aux clients, il y a d'abord nous. Du coup, par exemple, en ce moment, on est en train de créer une équipe d'UX Design, UX Research qui va nous permettre d'étudier un petit peu les comportements utilisateurs de nos utilisateurs concrets et nos clients, en fait, business. Et donc, il y a toute une partie dans mon job de structuration d'équipe, recrutement, réflexion sur là où on va amener l'équipe en tant que telle, comment on veut s'outiller en interne. Sur par exemple ces sujets du UX Research plus concrètement, moi mon boulot au quotidien ça va être de prioriser un petit peu comment on va attaquer ces sujets-là qui sont tout nouveaux. Donc à quel client on va s'adresser, à quelle fréquence, etc. Parce que ça peut très vite devenir assez étouffant vu la typologie de clients qu'on a chez Phoenix. Ensuite, on va avoir tous les sujets qui sont corrélés à nos produits concrètement. Donc, par exemple, si on prend notre application mobile, sur laquelle j'étais principalement jusqu'au début de l'année, là, on a plein de choses à faire. On a des idées qui nous proviennent d'à peu près partout. On va écouter nos clients, savoir ce qu'ils veulent. Et de là, on ressort tout un ensemble d'insights qui viennent aussi de l'interne chez Phoenix. Pourquoi on ne fait pas ça, etc., etc. Et on les passe à la moulinette produit. En fait, dans les équipes produits, il y a une espèce d'entonnoir d'idées. On est sans cesse abreuvé d'idées, de requêtes, de demandes, etc. Et on passe notre temps à dire non à peu près tout. Donc le gros de notre boulot, c'est de venir prioriser et dire, en fait, dans les 6 prochains mois, moi, mes objectifs, ça va être la rétention utilisateur. Je veux que les personnes qui ont acheté un panier en achètent un deuxième. Ça va être, j'en sais rien, la performance de l'application. Je veux faire passer en dessous de 2 secondes le temps de création de compte sur Phoenix, etc., etc. Et donc, moi, mon rôle, ça va être ça, de fixer ces grandes priorités et ensuite de les descendre dans chacune des squads, donc des équipes hybrides entre des product managers et des devs qui vont ensuite pouvoir délivrer et faire les sprints dont parlait Michko. Donc, nous, c'est des sprints de 2 semaines. Voilà. Donc c'est vraiment le lien entre la stratégie et le développement. Et après, il y a tout l'aval du funnel qui est toute la stratégie de test, qui est un gros sujet technique et qui, chez nous, est plutôt côté produit, sur toute la gestion de la QA, etc. Et enfin, il y a le rapport pas mal avec le marketing pour le go-to-market, la mise sur le marché de nos produits. Donc, les App Store, tous les sujets un peu externes, en fait, qu'on peut voir de nos produits. Voilà. Est-ce que toi, Michko, c'est des choses qui te parlent dans ce que dit Jeanne ? J'imagine que c'est complètement différent côté hôpitaux. On n'a pas la même façon de demander des requêtes côté des clients. C'est pas les mêmes typologies de clients. C'est quoi la grande différence entre ce que tu fais toi chez Arcane et ce que tu as entendu de ce que fait Jeanne chez Phoenix ? Alors, bon, sur le métier, ça me parle quand même beaucoup parce que voilà, on reste des product managers, même si après il y a différents profils et puis il y a différents types de produits qu'on développe. C'est vrai que peut-être le produit qu'on fait avec Arcane dans le cadre de notre projet par rapport à Phoenix, il y a une grande différence, c'est que nous, si on considère qu'on est dans l'impact, on n'a pas un impact direct, on est j'ai l'impression que dans le milieu, on appelle ça des enablers, c'est-à-dire qu'on est des facilitateurs pour des gens qui ont de l'impact. Alors que peut-être que chez Phoenix, c'est un peu plus direct. Mais remarque, oui, peut-être... Si on veut. Je suis d'accord. C'est vrai que souvent, ce qu'on dit dans l'impact, c'est qu'il y a une sorte de chaîne de valeur et que et vous êtes très en amont et que vous êtes un débloqueur en fait, de la chaîne de valeur qui ensuite est permise par l'utilisation de votre produit. Ouais. Là où Phoenix, vous êtes peut-être plus présent en fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, in fine, vous arrivez à toucher du doigt l'impact réel que vous avez ensuite sur vos bénéficiaires. Ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, il y a un monde où on a construit notre entrepôt de données pour l'hôpital, on a branché un peu des solutions qui sont les nôtres pour... Pas que ce soit juste une solution technique, mais qu'il y ait une interface à manipuler pour qu'on puisse sentir le truc. Mais on peut s'en aller et se dire qu'on a fait notre job. Moi, j'aime bien dire, et c'est ce qu'on développe un petit peu en ce moment, c'est le fait de vraiment proposer des use cases et de se dire, quand Arcane est passé dans un hôpital, c'est pas juste un entrepôt qui est là. En fait, c'est une étude oncologique sur un nouveau traitement qui a pu évaluer ses bénéfices. Ou c'est des tableaux de bord qui sont sortis pour mieux suivre l'activité de l'hôpital, ou c'est un nouvel acteur innovant qui a pu entrer en 6 fois moins longtemps que s'il était passé par des canaux classiques. Ce que je veux dire avec ça aussi, c'est que du coup, vu que c'est un impact qui est indirect, et vu que quand on est product manager, on n'est pas non plus en train de soit coder dans un coin, ou en train de faire des designs, ou en train de vendre, il y a aussi, c'est un challenge quelque part d'être un facilitateur de facilitateurs, ça commence à être un petit peu méta. Mais en tout cas, moi je dirais que c'est peut-être un petit peu la différence que je vois,
C'est-à-dire que moi, dans mon métier, je ressens vraiment le besoin, mais que tu dois sûrement avoir aussi, bien sûr, c'est vraiment de marteler auprès de moi-même et auprès des gens qui travaillent chez nous pourquoi on fait ça, comment les gens l'utilisent, pour pas juste ça devienne théorique et technique, parce que on développe un outil qui est tech, certes, mais on appelle ça de l'impact, c'est-à-dire qu'on veut que ça ait de l'impact, on veut que ça serve, on veut que ce soit utile. Donc voilà. Miško, tu viens plus d'un profil technique, on va dire. En plus, tu étais software engineer à la base de la base de l'IFUN, et toi, tu étais plus opération chez Stuart. En fait, vous faites le même métier, et comment vous utilisez ces compétences-là passées, et aussi comment vous êtes formé à ce métier de produit au fur et à mesure du temps. Toi, par exemple, Jeanne, est-ce que tu as des exemples précis qui te viennent en tête, notamment ce que tu as fait chez Stuart, comment tu l'utilises aujourd'hui dans ta fonction de produit? Chez Stuart, c'était assez particulier parce que j'étais là au lancement des opérations. Donc, en fait, on s'occupait à peu près de tous les process en interne. Puisque Stuart, c'était vraiment une boîte centrée sur les opérations. Tout tournait autour de ce service-là. Dès le début, nous, on avait une application mobile chez Stuart. Enfin, on avait 2 applications mobiles. Une application mobile pour les gens qui commandaient des coursiers et une application mobile pour les coursiers. Et donc, en tant qu'Operations Manager, on était forcément confrontés à des problématiques qui nous étaient remontées. Et en fait, c'est assez naturellement dans 2 des grands sujets, on va dire, que j'avais à gérer en tant qu'ops là-bas, qui étaient l'onboarding des coursiers, donc la formation et leur intégration sur la plateforme et le fait qu'ils deviennent actifs. Et le deuxième sujet qui était le support coursier, j'étais vraiment confrontée sans cesse à des retours hyper concrets des utilisateurs. Et en fait, on n'avait personne en UX Research, mais en réalité, moi, j'avais un petit peu un rôle de remontée UX Research interne. Et assez naturellement, en fait, le dialogue s'est fait avec les développeurs, parce que c'était aussi au tout début, on n'avait pas non plus de product manager. Donc, assez rapidement, je suis devenue un peu celle qui susurrait à l'oreille des développeurs rajoute-moi un CTA. Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement, et j'ai très vite adoré bosser avec des populations qui ne parlent pas la même langue que moi. À la fois réellement, parce qu'ils étaient en Espagne, et techniquement aussi. Donc c'était assez intéressant. Et par ailleurs, ça venait vraiment satisfaire un instinct personnel qui est hyper geek dès le début. Avec Thomas, quand on travaillait ensemble, on travaillait beaucoup sur des sujets de process, d'optimisation, de création, d'automatisation en fait interne. Et j'étais assez fascinée par le fait que Thomas savait faire du Python et pas moi. Et donc j'ai très vite voulu me former aux outils techniques. Parce que je me sentais démunie dans ce que je voulais faire, et donc j'ai plutôt pris à l'inverse par une intuition utilisateur et une envie de travailler sur ces sujets. J'ai commencé à me former et à me dire que c'était des métiers qui m'intéresseraient, et ça s'est fait comme ça chez Phoenix après, et au quotidien après pour me former, parce que j'ai jamais du coup eu réellement de formation de product manager, de dev ou de data ou de quoi que ce soit qui soit officiel et certifié. Donc c'est beaucoup, il y a tellement de littérature en fait sur internet qu'en réalité c'est assez facile de prendre des décisions, et le fait d'avoir été chez Phoenix à l'arrivée très autonome et très écouté pour le lancement de l'application mobile, et je les en remercie encore parce que c'était vraiment très cool. Ça m'a permis de prendre des décisions toute seule et de me débrouiller, et donc d'essuyer les plâtres sur 10 000 erreurs à ne pas faire dans la façon de gérer une delivery et la collaboration avec une équipe dev. Et à partir de là, je me suis un peu créé mon auto-théorie, et je pense qu'on n'utilise pas les théories du product management dans les règles de l'art chez Phoenix, un peu du fait de ça, parce qu'on a créé un savoir plus opérationnel que théorique. Ouais, c'est du produit adapté à la philosophie de la boîte dans laquelle tu es. Et je pense que ça fait complètement du sens. Ouais. Okay. Et toi, côté... Ouais, vas-y. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, effectivement, comme tu disais, Jeanne, il y a tellement de littérature aujourd'hui sur le product que c'est vrai que quand on en a déjà fait et qu'on voit toute cette littérature, on prend ce qu'il y a à apprendre, ça nous fait quelques concepts et on est content, on trie soi-même. Quand on n'y est pas du tout, on se dit, mais zut, il faut vraiment que j'apprenne tout ça, et tout ça peut être hyper intimidant. Et je pense que je suis presque un peu extrême sur ce sujet, mais moi j'en reviens beaucoup à une qualité du PM qui est hyper importante. Enfin, j'en dirais même peut-être 2. C'est soft skills, c'est-à-dire l'empathie, la capacité à prendre du recul, à savoir vulgariser un sujet. Ça, en fait, c'est des choses que je trouve hyper importantes. Je sais pas si on les acquiert naturellement en venant d'une école business ou ingénieur ou un autre parcours, mais en tout cas,
c'est une qualité que si on a, il faut exploiter. Si on l'a pas et qu'on veut être product, il faut la développer. Parce qu'il y a tellement d'enjeux autour de synchroniser les gens autour d'une vision, les faire se comprendre. Parce que c'est fou le temps qu'on peut passer dans une réunion à pas parler le même langage ou à pas faire un dessin. Parfois, moi, je me balade toujours avec un cahier, je finis par faire des schémas. Parfois, quand je réfléchis à Arcane, j'ai le schéma de l'architecture d'Arcane sous les yeux, comme ça, dans un coin. Parce qu'en fait, sinon, je n'arrive pas à réfléchir. Donc ça, c'est une qualité, je pense, qui est importante. Et la deuxième, c'est de l'intuition. Et l'intuition, ça se construit, pareil, c'est pas du tout inné, ça se construit en passant du temps dans le domaine, en passant du temps avec ses utilisateurs, en parlant avec tout le monde. Parce que, encore une fois, on est à l'âge où il y a un tas de méthodologies. Il faut des méthodologies, il faut que ça nous cadre un petit peu, il faut qu'on ait quelque chose de rassurant, mais c'est hyper important d'avoir de l'intuition, parce qu'un dernier élément là-dessus, c'est que bien sûr, un nouveau gros projet, on va essayer de le dérisquer, on va faire de la recherche utilisateur, on va faire un proof of concept, on va le valider et on va dérisquer un peu les choses comme ça étape par étape. Mais au quotidien, en vrai, on prend des dizaines de décisions, de micro-décisions qu'on n'a pas le temps de rechercher et de solliciter tout le monde. Il faut de l'intuition, il faut voilà. Donc ça, c'est important. Et de l'audace, du coup. Bien sûr, ouais, il faut prendre des risques. Et du coup, se tromper, comme tu disais, et moi aussi, je me suis trompé 1000 fois. Et en fait, c'est pas grave. Il faut vraiment mettre son ego de côté, en fait, un petit peu, peut-être encore plus dans l'impact, je sais pas. Mais, en tout cas, ouais. Et justement, là-dessus, qu'est-ce que ça change de faire du produit dans l'impact, dans une boîte à impact, ou alors du produit tech classique ? Est-ce que, dans votre expérience, dans ce que vous voyez autour de vous, il y a une différence ou pas ? Ce qui change, c'est que je pense qu'il faut beaucoup plus avoir en tête les bénéfices qu'on peut avoir pour son domaine. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement drivé par du revenu, par exemple, mais il faut vraiment qu'on essaie de se dire comment je peux aider les gens, aider mon domaine. Donc je peux donner peut-être 2 exemples pour que ce soit plus explicite pour Arcane, en tout cas. 2 choses que je trouve qui sont assez uniques à notre projet, c'est la première, c'est que c'est vraiment une démarche de co-construction par rapport peut-être à des acteurs historiques un petit peu dans le domaine. C'est-à-dire que on fait des solutions avec l'hôpital, on fait des appels avec eux, on se rend sur place, il y a des copiles avec 20 personnes, et ben c'est pas grave, on les fait et on les écoute et on co-construit avec eux. Notre stack, elle est open source, donc voilà, c'est un petit détail technique, mais ça veut dire que en fait, quand on quitte l'hôpital, ce qu'ils ont implémenté dans leur système, en fait, ils connaissent le code, ils peuvent le maintenir presque eux-mêmes, ils peuvent savoir ce qui s'y passe. C'est important pour les enjeux de sécurité aussi et de confidentialité. Donc ça, c'est un premier détail qui est important. Et le deuxième, on fait nos solutions on-premise. Donc, c'est pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire on-premise, donc ça veut dire que notre architecture, on fait une architecture data pour l'hôpital, on le fait sur place, c'est pas dans un cloud, c'est sur les infrastructures de l'hôpital. On travaille en général pour des centres de taille moyenne ou grande, donc en général ils ont des infrastructures techniques, et on déploie ça chez eux. Ça veut dire, bon, la vraie vertu, après je dirais le désavantage, mais la vraie vertu, c'est que quand Arcane a fait une mission dans un hôpital, on a fait cette infrastructure, on a quitté l'hôpital, il n'y a pas une seule donnée de santé qui a quitté l'enceinte de l'hôpital. On n'a pas résolu un problème en échange de compromis sur la vie privée, etc. On a résolu un problème sur place, on a essayé de les rendre meilleurs sur une problématique, en toute humilité, et on essaye que ça avance comme ça. Évidemment, c'est super risqué, parce que venir faire un développeur ou un data engineer en lui disant qu'on déploie des stacks on-premise, gros challenge. Mais au moins, on est sûr que les gens qui viennent sont peut-être plus motivés et qui font pas que ça pour la tech. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Merci, c'est passionnant. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez du contenu à recommander, soit sur des sujets produits, soit sur des sujets impact, que vous avez trouvé top ? Alors moi, je peux vous conseiller un contenu, c'est un podcast en santé. C'est un podcast qui s'appelle Hacker Public de Laura Letourneau, l'épisode avec Laura Letourneau. Laura Letourneau, pour info, elle est déléguée ministérielle au numérique en santé. Et en fait, pourquoi ce podcast ? Parce qu'il est hyper rafraîchissant, parce que c'est quelqu'un qui travaille pour l'État, pour la santé, et elle porte une vision dans ce podcast, je trouve qu'elle le vulgarise hyper bien, et je trouve que ça donne énormément d'espoir sur le rôle de l'État, en fait, dans la santé, ou pour expliquer en 2 secondes, elle place en fait le rôle de l'État à mi-chemin entre 2 extrêmes. Il y a un monde peut-être un peu communiste, où l'État fait tout, tous les logiciels, interopérabilité parfaite, mais on sait que ça va jamais marcher, je pense. Et il y a l'autre extrême où l'État se dit, bon, de toute façon, j'y arrive pas, je vais laisser les acteurs privés tout gérer pour moi, et les GAFAM vont entrer peut-être, ou d'autres acteurs. En tout cas, on ne sait pas si ça va être dans le bon sens. Et ce qu'elle prône, en fait, c'est un rôle de l'État entre les deux, une sorte de méta-plateforme, où en fait, l'État a ce rôle socle
pour canaliser les initiatives et finalement les favoriser aussi, mais être sûr qu'elles vont dans le bon sens. Et bien sûr, c'est des choses qui vont prendre du temps, il y aura peut-être des petits échecs, mais j'adore cette démarche, c'est hyper rafraîchissant de l'entendre parler, et voilà, c'est ça que je conseille. Hyper intéressant, j'écouterai moi, Bien je sûr. n'avais pas écouté. Jeanne, un contenu? Oui, j'ai un contenu qui m'est venu en t'entendant parler, qui m'est venu en tête. Depuis 1 an, je me suis abonnée à un super magazine qui s'appelle So Good et en fait qui émane du groupe So Press, qui a Society, So Foot, etc. Et qui a créé du coup ce trimestriel qui a le petit plaisir d'arriver sans emballage plastique et complètement nu dans la boîte aux lettres. Et c'est assez beau, en beau papier recyclé. Donc ça fait super plaisir. Et surtout, c'est des articles comme ils ont l'habitude de faire chez So Press, super fouillés sur tout un ensemble de sujets autour de l'impact, beaucoup de sujets sociaux, d'insertion, etc. Et c'est vraiment extrêmement intéressant et ils mettent beaucoup en lumière des initiatives positives qui se passent à travers le monde et c'est hyper inspirant et j'adore recevoir mon petit So Good du trimestre, donc je vous conseille, ça coûte pas très cher en plus comme abonnement et ils sont sur le début, donc si vous pouvez les aider aussi, c'est top. Top. Et là, c'est le moment petites annonces. Est-ce que vous recrutez dans vos entreprises respectives? En ce moment, je crois qu'il y a 36 postes ouverts chez Phoenix. C'est énorme. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur Welcome to the Jungle et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions sur des postes. Génial. Et chez Arcane? Eh ben, figurez-vous qu'on recrute aussi sur pas mal de postes. Alors nous, on est une plus petite équipe, on est une vingtaine, mais on est en recrutement sur de nombreux postes, dont la tech. On est aussi sur Welcome to the Jungle, donc vous pouvez nous retrouver là-dessus, ou moi via LinkedIn, ou sur la page d'Arcane. Jeanne, Michko, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir pour ce premier épisode. On aura plein d'autres contenus à venir avec d'autres épisodes, avec de nouveaux invités sur d'autres thématiques différentes. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et sur tous les sites de streaming sur lesquels vous pouvez écouter le podcast. Et si la tech à impact vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Ring Capital.